Vous écoutez Le Temps d'une bière, le temps qu'on prend pour parler de l'histoire et des gens. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du côté sombre de l'alcool. On va parler d'alcoolisme dans une perspective de neurosciences et surtout d'histoire. Parce que l'alcoolisme aussi a son histoire, mais la neuroscience en général s'applique à travers l'histoire. Donc, on va regarder des causes, on va regarder des explications, on va parler un peu de biologie, on va parler de notre tête, de notre fonctionnement et de notre vulnérabilité historique par rapport à cette chose qui, ultimement, est une drogue. Je fais ça avec Ophélie. Attends, là, j'étais en train d'oublier ton premier nom de famille. Ophélie Thieb-Kataba, qui est coach en neurosciences et qui est aussi la cofondatrice de MyFlow. Autrement dit, Ophélie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle aide des compagnies à identifier le profil type de personnalité de ses employés pour s'assurer d'un bon flow, justement, dans la compagnie. Je pense que c'est pas une trop mauvaise façon de présenter la chose. C'est bien dit, c'est bien expliqué. T'es Ouais, d'accord ouais, avec ouais. la prose? Ouais, c'est un peu ça. Puisqu'on est dans Ouais. la rime, moi, tu me connais, j'ai toujours un petit peu un côté lyrique qui se manifeste, des fois supporté par la consommation de bière pour le temps d'une bière. Comme tu le vois, ça peut porter à faire beaucoup de glissements de terrain et voir des excès. Une des choses dont on ne parle pas souvent sur le podcast, c'est le côté obscur de la Lune. Et évidemment, ici, c'est vraiment un excès qui est permis par l'alcool que je vais explorer avec toi, c'est l'alcoolisme. Comme je disais au début du balado, l'alcoolisme aussi a son histoire. Étonnamment, on ne parle pas d'alcoolisme avant la deuxième moitié du 19e siècle. Sais-tu pourquoi? Non, pourquoi? Éduque-moi. Je vais me faire un malin plaisir de le faire jusqu'à ce que tu me renvoies l'ascenseur. La première raison est assez pratico-pratique. La plupart de l'alcool qu'on a consommé jusqu'à la deuxième moitié du 19e siècle, c'était de la bière faible, de ce qu'on appelle communément de la petite bière. De la bière à 2 à 3 à cause des techniques de fermentation, les levures disponibles et la céréale disponible faisaient en sorte que c'était pas vraiment faisable de se saouler avec la bière. Et souvent, les plus pauvres, qui avaient peu de céréales, par exemple, ou qui avaient peu de moyens pour s'acheter de la bière, ben, ils allaient boire de la bière tout au long de la journée, mais le pire qu'ils allaient être, c'était vraiment un peu feeling. C'était pas assez pour tomber dans la dépendance. C'est aussi la même chose avec la plupart des vins produits jusqu'au 17e siècle. On pense à un vin comme étant un produit à 10 à 12 d'alcool. Ben, en réalité, en Grèce ancienne, en Égypte, qui faisait du vin aussi, dans les cités-États de l'ancienne Sumer, en Mésopotamie, le type de vin qu'on consommait, c'était très rare que ça dépassait 6 Il y avait certaines régions, comme en Grèce, qui étaient capables de faire des vins qui allaient durer très longtemps. Et ça, l'hypothèse, c'est qu'on utilisait des herbes qui allaient faire durer le vin, en plus d'une technique de séchage du raisin qui allait faire monter le pourcentage d'alcool, sauf que les Grecs diluaient le vin. Diluaient le vin à peu près à 1/3, ce qui faisait que tu buvais quelque chose qui était déjà en partant beaucoup plus bas que le 12 habituel qu'on est habitué aujourd'hui, mais qui en plus était dilué avec de l'eau. Tout ça pour dire que ça prend des techniques modernes de conservation, d'élevage de vin, si on veut, pour avoir des vins qui vont monter à 10 Donc, l'infrastructure, l'économie, les techniques de vieillissement en fût de chêne pour le vin, la fermentation, la préservation, les préservatifs naturels comme le houblon, c'est venu assez tard. Fait que là, il y a comme une espèce de grand bouleversement qui arrive de 1300 à 1600 qui change tout dans l'univers de la bière. L'univers de la bière, ça commence avec des femmes qui font du pain liquide. C'est presque juste des femmes qui font de la bière historiquement. Même les plus réputés dans les cités antiques qui font de la bière à l'usage exclusif, des VIP puis des rois, souvent c'est des femmes, on ne fait pas confiance aux hommes. Il y a un côté quasiment mythique à ça parce qu'on pense que la bière a un élément qui est comme psycho-religieux, si on veut. Il y a un aspect sacré à la bière. Pas juste la bière d'intoxication, mais la bière d'hospitalité. Ce sont des femmes qui ont brassé le monde jusqu'à peu près en 1400, 1500, 1600. Là, ça commence à chavirer. Puis là, en 1600, ce qu'on voit, c'est que les femmes ont été jetées dehors du domaine de métier
qu'ils ont eu pendant très longtemps, qui était de brasser de la bière. Et ça, c'est la modernité. C'est l'avènement de la science et c'est aussi des nouvelles techniques de construction, de fermentation qui s'accompagnent avec des alcools de plus en plus forts. On a trouvé des façons de faire un peu durer plus longtemps l'alcool en mettant du houblon, parce que c'est antiseptique. Ça donne du goût, mais c'est surtout antiseptique, fait que ça aide à faire vieillir l'alcool. Mais là, après ça, il y a les Hollandais qui commencent à faire brûler du vin pour avoir ce qu'on appelle du brandy. Donc, on commence à faire des spiritueux. Et là, tu as les villes, tu as les spiritueux qui sont abordables, et puis tu as un phénomène pour lequel le corps humain n'est pas du tout préparé, c'est l'émergence des spiritueux, des alcools, au-delà de 20, peut-être même jusqu'à 70% dès le 17e siècle, pour lequel l'évolution humaine ne nous a jamais préparés. Et puis si tu ajoutes un tout petit peu de révolution industrielle à ça, et de consommation individuelle et de misère ouvrière, là, ce que tu as, c'est un siècle d'abus extraordinaire qui est sans parallèle dans l'histoire de toutes les consommations d'alcool, de cirrhose du foie, d'excès, de violence conjugale. 1830 est le nadir, l'épiphanie, le summum de la violence conjugale, mais aussi de la consommation d'alcool par tête de pipe aux États-Unis. On parle de quantité diluvienne. Diluvienne, j'ignore c'est quoi le mot, tellement ça me donne des frissons de penser à ce que ça faisait à la société. L'alcoolisme commence à apparaître comme un phénomène distinct et sort du domaine de la morale, qui était limité à l'absence d'une constitution robuste, ou plutôt l'absence de manières. Et là, ça rentre dans le domaine de la médecine. La médecine commence à voir l'alcoolisme comme cessant d'être un problème strictement moral, mais d'être un problème qui est purement médical. Pendant très longtemps, au 19e siècle, on voit l'alcoolisme comme étant une solution morale, c'est contre Dieu, c'est contre les bonnes valeurs, et c'est pas tout à fait faux, parce qu'effectivement, les alcooliques de l'époque battent leurs femmes et font aussi un paquet d'autres affaires qui sont absolument féroces. Mais on se retrouve avec cette situation-ci. Beaucoup de lois ont été faites pour encadrer la vente, la consommation. On a été jusqu'à faire la prohibition complète de la vente, du transport et de la production d'alcool aux États-Unis pendant 13 ans après la Première Guerre mondiale. Mais étant les humains que nous sommes, on est encore avec le même désavantage qui fait qu'on a une prédilection naturelle, semble-t-il, pour vouloir s'intoxiquer puis aller chercher de l'alcool, parce que ça provoque des choses qu'on aime bien, des sentiments de réconfort qu'on a vus ensemble. Mm-hmm. Or, cette même prédisposition nous rend particulièrement sensibles à consommer vraiment beaucoup d'alcool très rapidement, parce que notre corps, semble-t-il, n'est pas du tout ajusté. Or, il y a la dopamine qui vient avec la consommation d'alcool. Ce qui fait que je veux parler avec toi de ceci, l'alcoolisme. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce que c'est pour toi l'alcoolisme? Comment est-ce qu'on comprend ça? Mais l'alcoolisme, c'est considéré comme une maladie. Mm-hmm. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va pouvoir contredire ça aujourd'hui. Et tu sais, on entend que l'alcoolisme, c'est héréditaire. Ah, c'est comme ça. Mon père était alcoolique, donc moi, je serai alcoolique. Donc en fait, tu te définis par ton passé. Mais moi, je ne crois pas à l'hérédité. Ou non? Dans des cas très, très rares de maladies génétiques, vraiment, là, pour le coup, c'est dans le gène. Mm-hmm. OK. C'est vraiment quand on dit, tu sais, c'est dans les gènes. Non, mais dans les gènes, vraiment, là, oui, certaines maladies très rares. Mais par rapport à l'alcoolisme, c'est pas de l'hérédité, c'est des habitudes qui ont été transmises. Mm-hmm. C'est un mode de fonctionnement, c'est un mode de pensée, c'est une façon de vivre mm-hmm. qui se transmet et l'enfant choisit de prendre ou pas prendre, en fait. Tu vois, on le voit dans beaucoup de familles, comme ça, il y a des... L'arrière-grand-père est alcoolique, le grand-père est alcoolique, mm-hmm. Les garçons, les enfants vont devenir alcooliques. Qu'est-ce qui fait que certains petits-enfants vont suivre et d'autres ne vont pas suivre? Ça, est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'on a une bonne idée? Mais c'est l'ouverture, en fait. C'est l'ouverture, c'est la prise de conscience. Je te disais,
je te disais qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Mm-hmm. Où on parlait aussi de, OK, mais en tant que société, comment prendre du recul pour voir que, OK, on est shooté à la dopamine de partout. Mm-hmm. C'est exactement la même chose. C'est qu'est-ce qui se passe à un moment donné dans la lignée familiale pour que certains continuent aveuglément, on va dire, de perpétuer ça, de continuer dans les habitudes qu'ils connaissent, versus d'autres qui vont complètement se détacher de ce style de vie-là et faire autre chose. Il y a une part d'être pleinement conscient de ce qu'on fait. Donc, il y a la prise de conscience. Parce que tant que tu ne prends pas conscience, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau lorsqu'on prend conscience? En fait, c'est qu'il y a des connexions neuronales qui sont faites. Là, tu me parles. Quand tu me parles de connexions neuronales, là, ça vient me chercher. Ça connecte, entre guillemets, et c'est ce qu'on fait en coaching. Lorsqu'on accompagne... C'est vrai parce que tu es coach, toi aussi. Oui, c'est ça. Donc, lorsqu'on accompagne quelqu'un, ce qu'on fait, nous, notre métier, en fait, c'est de créer des connexions neuronales, des prises de conscience chez notre client. C'est juste ça. Et c'est pour ça que le monde du coaching est mal compris encore. Il y a des gens qui vont te dire « Ah oui, mais le coaching, c'est de la manipulation. » C'est pas de la manipulation. On utilise des techniques de coaching spécialisées, dans mon cas, spécialisées en neurosciences, testées sous IRM. Par des chercheurs. Donc, on utilise des protocoles très clairs avec des phrases, des mots. On n'a pas le droit de changer un mot dans la phrase. On doit utiliser les protocoles qu'on nous enseigne. Parce que, mis dans cet ordre-là, la phrase fait que tu crées un questionnement chez ton client et ça va créer une connexion neuronale. Donne-moi un exemple de phrase. Je suis très curieux. Bonne question. Est-ce qu'on y va on prend un problème, admettons. Tu me dis j'ai un problème. Par exemple, tu me dis, Ophélie, j'ai tel problème. OK. Mais vas-y, explique-moi, détaille-moi ton problème. Donc là, tu vas me parler, etc. OK, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais questionner. OK, mais pourquoi? Le pourquoi, on va l'utiliser énormément. En quoi est-ce un problème pour toi? Là, je ne suis pas en train de te dire, OK, tu as ce problème-là, mais est-ce que tu as pensé à... On n'a jamais le droit de conseiller. OK, parce que si tu fais ça, si tu conseilles plutôt que questionner, la personne n'est pas en train de trouver ses propres solutions, n'est pas en train de réaliser des choses, n'est pas en train de prendre conscience. Le chemin neuronal ne peut pas se faire. Donc, pour revenir à la fameuse question, je vais te dire... Tu vas me dire, ouais, mais tu sais, par exemple, cette situation, ça m'énerve. Je me suis pris la tête avec telle personne, admettons, je sais pas, avec ton voisin, tu vois, admettons. Ouais, mais son chat m'énerve, je l'entends la nuit, blablabla. On a tous déjà connu ça. Ouais. Moi, j'ai de l'empathie pour ces gens-là. OK, bon, moi, j'aime les chats et j'ai un chat, donc... J'ai de l'empathie pour toi aussi. Mais, par exemple, je vais te dire, OK, parle-moi-en encore un petit peu plus. OK, mais pourquoi ça t'énerve? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? Pourquoi ce bruit-là? J'ai pris un exemple banal. On s'entend qu'on voit des cas beaucoup plus graves que ça. Mais le but, c'est de questionner. En quoi est-ce un problème pour toi? Qu'est-ce que ça vient chercher chez toi? OK, et du coup, comment tu pourrais régler cette solution? Comment tu pourrais régler ce problème? Comment tu pourrais trouver une solution? Trouve-moi des solutions. Énumère-moi des solutions. Et on emmène et le cerveau, par nature, est feignant. On n'a pas envie de réfléchir. C'est plus facile. Le cerveau est lâche. Puis ça a du sens. Le cerveau veut conserver son énergie. Donc, quand on choisit nos batailles, en réalité, on calcule nos calories. On calcule celles qui nous restent, qui sont disponibles. Il y a quelque chose de très intuitif puis de très intelligent, dans le fond, dans la lâcheté, quand on y pense. C'est de là que la lâcheté vient. Tu vas dire, non, mais c'est comme ça, c'est culturel, l'alcool, un verre, ça va rien me faire. Oui, je bois mon jus de raisin. Oui, les Français, là, hein? Oui. Oui, mais on va commencer à trouver des bénéfices à la bière. On va dire, oui, mais peut-être que c'est intéressant, c'est de la fermentation. Tu veux dire de la rationalisation? Voilà, exact. On essaie de banaliser, en fait, de tout banaliser, parce qu'en fait, on veut pas réfléchir. Est-ce que l'alcoolisme implique une banalisation de l'alcool? Oui. Oui. En fait, du moment que tu es dépendant, tu vas tout banaliser. Tu vas essayer de te rassurer, de te réconforter.
Mhm. Il y a un mécanisme qui s'enclenche. Comme un espèce de feedback positif. Ouais. Tu bois, donc tu es heureux, mais ça crée des problèmes. Fait que tu bois pour être plus heureux puis pour ignorer ces problèmes-là. Tu es dans un cycle. Mais qu'est-ce qui se passe lorsque tu entres dans ce cycle-là? Mm. C'est qu'en général, ta situation va s'aggraver. Tant que tu n'écoutes pas les signes, tu sais, les signes physiques, par exemple le manque de sommeil, le manque de concentration, le lendemain matin, tu n'as pas d'énergie. Ça, c'est des symptômes médicalement associés avec l'alcoolisme, le manque de sommeil? Le manque de sommeil, oui, fait partie de l'un des symptômes. Quels sont c'est quoi la liste complète des symptômes de l'alcoolisme? Tu vas avoir la perte de mémoire, la perte de concentration, l'agressivité, l'impulsivité. L'agressivité? Oui. Comment ça se... je te demanderai pas comment ça se manifeste, parce qu'en général, une personne agressive, c'est assez simple de voir. Mais est-ce que c'est quoi la connexion entre... Je parle vraiment de signaux dans le cerveau, là, entre la présence d'alcool dans le sang puis la raison pour laquelle les gens deviennent agressifs? Y a-t-il une trace chimique à l'agressivité, dans le fond? C'est ça que je te demande. Étant donné que ça dérègle complètement ta biochimie, en fait, t'as pu... tes niveaux, comme je t'expliquais, t'as la sérotonine, t'as le GABA, t'as l'acétylcholine, t'as la dopamine. Le GABA puis l'acétylcholine, ça, c'est vraiment pas des neurotransmetteurs que je connais. Peux-tu nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est? Oui, donc par exemple, le GABA, lui, c'est le liquide de refroidissement du cerveau. OK. Si tu veux. Ouais. Donc, parenthèse, pendant la pandémie, donc il y a eu une consommation d'alcool, on sait, un peu plus importante, un peu plus importante, beaucoup plus importante. Et il y a un lien direct, en fait, aussi avec le GABA, c'est que tu n'es pas capable de te détendre, tu n'es pas capable de relâcher. On penserait qu'en buvant un verre d'alcool, je vais me détendre. Ça va me détendre de toute façon, ça va me relâcher. Mais c'est un peu comme le café, c'est une fausse impression que ça va te donner de l'énergie ou que ça va t'aider à te concentrer. Ça fait le contraire de ce qu'on pense que ça fait. Ouais, exactement. Puis est-ce qu'en diminuant ou en empêchant le GABA, ça amène directement à plus d'agressivité? T'es plus agressif, t'as moins de patience, ton corps est sous stress, en fait. Et associé, par exemple, si je sais pas, ça fait 3 jours que t'as pas bu une goutte d'alcool, c'est une dépendance. Ouais. Ta dopamine, elle n'est pas stimulée comme elle devrait être stimulée. Ouais. Donc, tu es un petit peu plus sur les dents. Un petit peu plus sur les nerfs. Ouais. Quand en France, on est sur les dents, au Québec, on est sur les nerfs. Ouais, les nerfs. Ouais. C'est bon. Ouais, c'est bon, on est inclusif linguistiquement. Voilà, on va traduire. Voilà, on traduit tout live en plus. Non, moi, ça me fait plaisir. Non, mais être sur les dents, ça m'a pris à peu près une demi-seconde à comprendre que c'était sur les nerfs, mais c'est quand même assez intuitif là, comme image. Ouais. Ça, c'est le GABA. Puis l'autre, c'est quoi? Quelque chose? L'acétylcholine. Moi, j'imagine de l'acétyl sur une colline. C'est comme ça. Ça, c'est mon truc mental. C'est de l'acétyl sur une colline. C'est une bonne façon de retenir... Moi, j'étais sûr que tu allais me dire « Ah, c'est drôle, je ne l'ai jamais entendu, celle-là. » Mais non, effectivement, tu ne l'as jamais entendu. Non, je ne l'ai jamais entendu. Je te crois pas. Ça fait quoi? C'est quoi? Ça, c'est un neurotransmetteur qui est responsable surtout de tout ce qui va être apprentissage. Comme je te disais, en général, c'est les profils, les gens qui ont un profil acétylcholine, qui sont là-dedans, en général, adorent apprendre. OK, fait que moi, je suis à... 8000 idées. Ah oui, 8000 idées. Ouais, je me demande d'où est-ce que tu sors ce chiffre-là. Donc, tout ce qui est mémorisation, apprentissage, stimulation, c'est des gens qui ont besoin aussi de profondeur. Ils ont l'acétyl direct sur la colline, là, ces gens-là. Ouais. Je peux te jurer que les gens qui nous écoutent, ils oublieront jamais c'est quoi l'acétyl sur la colline. C'est cool, hein? C'est pas pire. Tu devrais écrire ça quelque part. Là, franchement, ouais. Pour ceux qui ont des problèmes de mémoire, c'est comme de l'acétyl sur la colline. Ouais. Fait que ça, c'est ce qui te permet d'apprendre, dans le fond. C'est associé avec l'apprentissage? Oui, c'est associé avec l'apprentissage. Ça facilite l'apprentissage? Plus t'en as, plus t'apprends? Oui. Okay. Et ce qui va se passer, c'est que donc, si on revient par exemple à l'alcoolisme, tu consommes beaucoup d'alcool, tu vas dérégler et forcément, tu es dans l'excès. Tout excès est mauvais, donc tu es dans l'excès de quelque chose, tu vas dérégler ton environnement, ta biochimie interne. Si tu dérègles un neurotransmetteur et que tu fais ça pendant quelque temps, c'est un effet domino, en fait. Ça va dérégler tous les autres à un moment donné. Attention, là, il y a ton micro qui est comme de l'autre côté. Ah, oui.
Parle plus devant pour que les gens t'entendent mieux. Tu m'entends bien? Oui, parce que tu voyageais de gauche à droite. J'étais comme, wouh! Oui, attention, là. C'est mon technicien qui ne saura plus où aller. Donc, c'est ça. C'est un effet en cascade. Et tu sais que l'alcoolisme, oui, ça va avoir des effets négatifs sur le cerveau, mais ça a des effets sur le foie, sur les reins, sur le corps en général. Surtout le diabète. Enfin, voilà. La liste est longue. Et quand tu développes des maladies, ça dérègle tes neurotransmetteurs. Donc, par exemple, lorsqu'on fait un test à quelqu'un, on prépare un bilan, donc on regarde les niveaux, on se dit « Ah, OK ». Et après ça, on retourne avec la personne et là, on la questionne parce qu'on voit qu'il y a quelque chose. Si la carence est très importante, là où les carences, tu peux en avoir plusieurs, là, on va questionner, on va dire « OK, est-ce que dans le passé, tu as eu une maladie grave ou est-ce qu'en ce moment, tu as des problèmes ?» Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on réfère à un médecin, évidemment, parce que il faut qu'on travaille avec les gens qui sont compétents là-dedans. Mais on s'aperçoit que les maladies impactent les neurotransmetteurs. Le mode de vie, la façon que tu vis, la façon que tu vivais ou la façon que tu mangeais, même à l'âge de 5-6 ans, a une incidence aujourd'hui, même si tu as 45 ans. Mon père dit toujours « le corps se souvient ». Oui, c'est bien dit. Il a une mémoire. Donc, tout va être là, en fait. On va savoir ce qui se passe. Donc, forcément, l'alcoolisme va entraîner une dégradation de tes neurotransmetteurs. Une dégradation générale des neurotransmetteurs en général? Ouais. Je suppose que ça implique qu'à un moment donné, tu deviens moins sensible à la dopamine. Parce que l'alcool va stimuler. Mais tu as besoin de toujours plus. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, tu n'as pas le choix d'aller chercher 8 pains à la place de 4 juste parce que ton corps s'attend à la dopamine. Ouais, t'es plus en train de te dire je me bois un petit centimètre de rhum, tu bois la bouteille. Ouais. Puis côté foie puis rein, ça ressemble à quoi? Ben le foie, on le sait, c'est la cirrhose du foie. Puis j'ai vu des images, c'est sombre comme portrait pour faire un mauvais jeu de mots là. C'est vraiment je pense que c'est l'équivalent de la fumée dans les poumons. Ça crée des espèces de tumeurs noires dans le foie. Tu détruis ton foie avec la cirrhose du foie. Le foie ne fonctionne plus. Puis c'est compréhensible. Tu as 10% des enzymes du foie qui sont faites pour métaboliser l'alcool. Mais ce qui est impliqué dans les sous-titres de l'évolution humaine, c'est que c'est en petite quantité. Puis ces petites quantités-là sont en réalité en deçà de la pinte que je bois. Donc oui. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais en anglais, il y a la théorie de l'évolution relativement récente qui s'appelle The Stoned Ape. Non. Puis il y a deux théories en fait qui sont intéressantes. Il y a le The Drunken Ape puis The Stoned Ape. Fait que la première est carrément psychédélique. C'est une théorie qui a été popularisée par des gens comme Timothy Leary aux États-Unis puis Terence McKenna, qui sont des espèces de pionniers visionnaires et défenseurs de la consommation de substances psychédéliques pour atteindre un niveau d'altérité de la conscience. Fait que ces gens-là, ils ont expérimenté, ils ont fait beaucoup de DMT puis de psilocybine, puis ils ont contribué à populariser puis à faire vraiment connaître le mouvement des psychédéliques, ou en tout cas les psychédéliques aux États-Unis. Fait que la théorie qu'eux, ils ont mis de l'avant, c'est, du point de vue de l'évolution, puisqu'on vient de l'Afrique, puis qu'en Afrique, il y a beaucoup de champignons qui poussent dans les dépôts de troupeaux de bovins et de différents animaux, qui poussent un peu partout, puis qui est fortement hallucinogène, eh bien, les ancêtres de nous qui auraient été en Afrique auraient grandi pendant des centaines de milliers d'années en coexistence avec des champignons hallucinogènes. Puis c'est la consommation répétitive pendant des milliers et des milliers d'années à plusieurs moments de la journée qui aurait favorisé l'établissement de la conscience humaine comme un phénomène distinct historiquement, comme ce que nous, on connaît, qui est la capacité d'examiner sa capacité de s'examiner. Donc, ça aurait amené la civilisation à la spiritualité. C'est hautement controversé, puis il y a plein de doutes légitimes à avoir par rapport à ça. Ça, c'est la théorie du stoned ape, que dans le fond, l'utilisation de champignons, essentiellement hallucinogènes, aurait provoqué la conscience humaine, puis aurait précipité notre histoire comme on la connaît. La deuxième théorie, c'est The Drunken Ape,
Ça, c'est une théorie qui veut que on ait développé un type d'enzyme il y a, je ne sais plus, des centaines de milliers d'années, qui nous aurait permis de métaboliser l'alcool beaucoup plus rapidement, ce qui aurait été un avantage évolutif. On parle de la capacité de métaboliser l'alcool éthylique 20 à 42 fois plus rapidement, ce qui fait une énorme différence à cause de la dopamine. Ça veut dire que si ta tolérance en alcool est plus forte, l'implication d'un monde en carence de sucre perpétuel, qui était celui de nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, c'était que en te bourrant la face de bleuets, de fraises ou de n'importe quel fruit qui est en train de pourrir, t'augmentais ta capacité à aller chercher beaucoup plus de sucre sans te rendre malade. Fait que ça, c'est deux théories intéressantes pour un gars qui fait un podcast sur l'histoire de la bière. Scientifiquement, c'est éminemment discutable parce que c'est pratiquement pas vérifiable, mais ça vaut la peine d'être exploré parce que ça suggère, ou plutôt ça nous permet de discuter dans le fond d'une prédisposition génétique en laquelle toi, t'as pas l'air de trop croire. On aurait transformé cet avantage évolutionnaire-là en extrême défaut qui fait que, ben, dans le fond, ce qui était une source de survie est rendu une cause de mortalité. Mm-hmm. Donc, en fait, c'est l'excès humain, l'excès de... La prédisposition à l'excès. Mm-hmm. C'est ça que je voulais vérifier avec toi, parce que pour toi, les causes génétiques sont là, mais beaucoup moins importantes que les décisions de vie et les habitudes. Oui, tu vas avoir l'être humain va avoir une prédisposition en fonction de ses ancêtres. Ouais. Ça, c'est clair. Mais pour ce qui est de c'est héréditaire, fumer, c'est héréditaire, etc., etc. Le diabète, c'est héréditaire. J'ai l'impression que la façon dont tu me fais cette liste-là, tu es en train de me dire ça sort trop souvent comme des excuses. C'est des excuses. Et donc, ipso facto, je ne les considère pas. Non, et aujourd'hui, les scientifiques même s'opposent en fait à ce genre de discours aussi. Tu sais, ils vont être très clairs là-dessus que on ne peut pas mettre tout sur le dos de l'hérédité, de la génétique. Parce que ce sont des habitudes, en fait. On sait, comme par exemple... Au niveau de la transformation de l'alcool qui a changé, est-ce qu'on peut dire qu'elle a vraiment évolué? Est-ce qu'on appelle vraiment ça une révolution, une évolution? Je ne sais pas. Mais... C'est plus une démocratisation parce qu'il y avait des breuvages extrêmes où est-ce qu'on pouvait mettre, mettons, du miel pour augmenter la quantité de sucre. Fait qu'il y avait vraiment une quantité limitée de l'élite qui avait accès aux trucs forts qui pouvaient se saouler en permanence. Mais souvent, c'était une extrême minorité. Le changement à partir du 17e siècle, quand la distillation est adoptée littéralement par les masses, c'est que c'est rendu un phénomène de société plutôt qu'un phénomène d'une petite partie de l'élite dans certaines parties du monde. Ça, c'est le grand changement. OK. Ouais. Mais donc, en fait, à partir de là, tu vas mettre, en fait, sur le dos de l'hérédité beaucoup de choses. Moi, ça? Moi? Non, Moi, les gens en général, la société, je vais me reprendre, mais la société en général va mettre beaucoup de choses qui l'arrangent sur le dos de l'hérédité. Il y a un mythe et puis il y a beaucoup de chercheurs qui sont spécialisés en épigénétique. Donc, l'épigénétique, c'est assez récent. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est, mais dans le fond, c'est tout ce qui est lié à la génétique, ça le dit, et à l'ADN. Et en fait, c'est réversible. On serait capable de modifier certaines choses dont le corps serait normalement prédisposé, par la génétique de tes ancêtres, etc., mais que tu pourrais les modifier par tes habitudes de vie, par la façon que tu penses. Donne-moi un exemple. Un bon exemple croustillant. Un bon exemple croustillant. Qui va faire quand tu vas le manger. OK. On entend beaucoup... je vais te donner un exemple personnel dans ma famille. J'ai une tante, elle a eu 2 cancers. Oh, OK. OK, du sein. Et elle m'a dit, préviens tes sœurs que le médecin m'a dit que c'était héréditaire. Clairement, on n'est pas dans le consensus. Là, il y a un problème qui se pose parce que le cancer, en tout cas du sein, mais la majorité des cancers... Puis quand elle m'a dit ça, je suis allée vérifier. J'ai fait des recherches et tout ça pour essayer de comprendre un petit peu.
c'est qu'en fait, c'est pas héréditaire. C'est les habitudes qui sont héréditaires, c'est la façon de vivre, c'est le mode de vie qui est héréditaire. C'est, chez les femmes, on est intoxiqué de perturbateurs endocriniens, donc de cosmétiques, des cosmétiques ultra-chimiques qui vont modifier nos hormones. Wow. Donc, forcément, qui vont modifier la santé de nos cellules. Et c'est là qu'on commence à avoir un dérèglement. Les déodorants, on sait, sont en cause. Les déodorants pour... pas juste pour femmes, mais pour hommes aussi, sont chargés de saloperies, notamment l'aluminium, qui est très, très nocif. Donc, il y a de l'aluminium dans nos déodorants? Ouais. Faut vraiment checker les ingrédients. C'est à peur. En tout cas, quand tu vas dans les grandes surfaces, tu dois vraiment faire attention à ce que tu achètes. Ouais. Mais c'est bien parce qu'il y a vraiment une conscience. Ça me rappelle un article que j'ai lu à un moment donné qui disait que 60% des trucs vendus en pharmacie sont pas bonnes pour toi. Non. Ça fait peur. Oui, ça fait peur parce que juste tu prends le rayon cosmétique des femmes, il est énorme. C'est bourré de... C'est terrible. Donc, en fait, tu vois, c'est une question d'habitude, en fait. Qu'est-ce que tu utilises déjà comme cosmétique, l'alimentation, le mode de vie? Est-ce que tu es sédentaire? Est-ce que tu bouges? Est-ce que tu vois, il y a plein de facteurs, en fait. Donc, on ne peut pas s'arrêter et dire « Ah non, c'est héréditaire ». Il faut regarder un petit peu plus. Oui, il faut faire attention. Ouais. Parce que c'est malheureux, mais ça peut attaquer tout le monde aujourd'hui. Ouais. Mais on ne peut pas mettre ça sur le dos de l'hérédité, tu vois. Donc ça, c'est un exemple. Mais il y en a plein d'autres. Si on revient à l'alcoolisme n'est pas héréditaire. Oui, tu vas avoir une tendance à fonctionner psychologiquement comme tes parents, tes arrière-grands-parents, etc. Donc, tu auras une disposition à peut-être plus te tourner vers l'alcool, parce que c'est ce que tu as toujours vu aussi. Ça, par contre, ça serait culturel. Ouais, en gros, c'est ça. Parce que tes gènes sont là, que tu le veuilles ou non. Ouais, ils sont mais là. Tu peux les activer, par contre. Tu peux les désactiver aussi. Oui, exact. En fait, c'est en changeant, on s'aperçoit que en créant une habitude, en créant une nouvelle habitude, tu es capable de modifier certaines choses chez toi. En modifiant tes pensées, les pensées vont avoir un impact aussi sur ton corps. C'est ça la pensée magique? Ouais, on va dire... Je sais pas si c'est Il y a des consonances politiques extraordinaires à ça. Je sais pas si c'est la pensée magique, mais... Mais la pensée peut être magique. Mais la pensée est très, très, très puissante. On parlait aussi des religions, de l'impact des religions, mais on va te le dire, dans toutes les religions, la parole a un impact. Chaque mot que tu prononces sur toi aura un impact positif ou négatif. Oui. La Bible, d'ailleurs, met ça en évidence en disant que d'abord, il y a eu le mot. Une des premières choses qui fut, ça a été la parole. Puis la parole de Dieu, c'est sa façon de créer le monde. Donc, la façon que tu parles de toi, que tu t'auto-suggères des choses, positives ou négatives, va avoir un impact sur ta santé physique. Aujourd'hui, c'est plus discutable. Il y a beaucoup de recherches par rapport à ça. C'est la façon que, par exemple, tu te vois. Tu sais, la technique du miroir. C'est pendant 30 jours, tous les matins, tu te mets devant le miroir et tu te répètes des mots positifs sur toi. Mais vraiment en les pensant réellement aussi. Il faut être convaincu. Et observe ce qui se passe après 30 jours. Et on voit réellement une augmentation de l'estime de soi. Ah oui? Ouais. Mais c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est pour les gens qui souffrent d'estime de soi. Ça me rappelle une étude qui a été faite sur la gestuelle, le langage du corps humain, dans lequel on avait dit à un groupe de personnes avant de performer un test de s'installer sur une chaise puis d'ouvrir leurs bras. Juste d'avoir le poitrail exposé, qu'on soit homme ou femme, juste d'avoir les bras bien ouverts pendant à peu près 15 minutes, puis après ça de faire un test. Donc comparer deux groupes, des gens qui n'avaient pas ouvert les bras pendant 15 minutes, puis des gens qui avaient ouvert les bras pendant 15 minutes. Puis on a vu que les gens qui avaient ouvert les bras pendant 15 minutes, ils avaient beaucoup mieux réussi le test. C'est simple. Parce que ça, c'est un langage universel qui veut dire je suis capable de prendre le monde en face. Je suis capable d'accepter l'adversité de la vie. Alors que ça,
Ça peut vouloir dire d'autres choses. Quand je dis ça, pour ceux qui nous écoutent, là, ils ne voient pas que je viens de croiser mes bras de façon quasiment défensive. Ça, c'est l'introspection. Je me concentre sur moi. Mais ça peut être aussi un signe de renfermement ou de refus du monde. L'exposition des organes vitaux. Ben, c'est l'expansion. L'expansion, mais c'est aussi, je me rends vulnérable en ouvrant mes bras. Ouais. Se rendre vulnérable, c'est une source de force, dans le fond. De croissance aussi. Voilà. Ouais. Voilà, Ouais. je suis prêt à prendre en charge le monde. C'est Voilà. ça que ça veut dire. Mais quand tu es refermé comme ça, déjà, tu bloques ton énergie. Et les autres le ressentent aussi, que tu es fermé. Ça envoie un signal. Bien oui, parce que 70% de la communication passe par le corps. Exact. Donc, si déjà, avec toi-même, tu vois, j'avais une prof de français. Les profs de français, tu sais comment ils sont? Mais je m'en rappelle, j'avais quoi? Je pense que j'avais 13-14 ans. OK. Et quand on était mal assis sur notre chaise, on était comme ça, on était tout... Elle passait dans notre dos, elle nous tapait le dos. Ah oui, une bonne tape. Ouais, et si tu avais les jambes croisées, tu dis non, tes pieds par terre, tu redresses ton corps et tu mets les épaules en arrière, tu redresses tes épaules et ta tête droite. Et vous allez voir, vous allez mieux retenir. Et nous, on rigolait et tout ça. Mais elle était, comment dire, elle était bouddhiste. Oh. Elle pratiquait vraiment sa spiritualité à fond. Et en fait, aujourd'hui, moi, j'ai étudié ça, je me suis intéressée à ça. Et au niveau de l'énergie, c'est ça, en fait. Au niveau de l'énergie, c'est que, effectivement, si tu n'es pas ancré, si ta posture n'est pas bonne, déjà, ça démontre beaucoup de choses. Tu suggères à ton cerveau qu'on n'a pas envie d'apprendre aujourd'hui, on n'a pas envie de retenir, on n'a pas envie de faire d'efforts. Mais ce n'est pas juste pour l'apprentissage, tu sais, c'est pour n'importe quoi. Ben, moi, ça me fait penser au Kung Fu. Je fais du Kung Fu. Kung Fu Wing Chun, c'est un type de Kung Fu spécialisé dans le combat rapproché. Tout est dans la structure. Donc, on n'apprend pas tant à donner des coups de poing qu'à défendre sa structure. La structure, c'est la façon dont tu sauves ta vie. Fait que si t'as pas une bonne structure, t'es mort. Dans le fond, c'est aussi simple que ça. C'est plus extrême puis plus radical comme conclusion, mais c'est pas mal dans l'esprit de ce que tu dis. Ta structure, c'est la manifestation de ton esprit. Donc, si tu as une mauvaise structure, c'est parce que tu n'es pas disponible ou tu n'es pas vraiment engagé dans l'activité. Puis moi, je m'en rends compte au bureau, puis je m'en rends compte quand je parle à des gens. Je pense qu'une bonne partie, c'est juste choisir d'être présent dans le moment présent, puis le corps va suivre. Mais ça réfère à quelque chose de beaucoup plus philosophique puis de métaphysique qui est qu'est-ce qu'on veut obtenir de cette interaction-là? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est investi? Si on est investi dans une relation interpersonnelle et sociale ou professionnelle ou romantique, notre corps le manifeste. Ça se passe dans la tête. Après ça, le corps finit par y croire. C'est deep. C'est deep. Ça, c'est deep. Mais tu vois, par rapport au contrôle du mental, tu sais, pour revenir à la prise de conscience, est-ce que ce que je fais est cohérent? Est-ce que ça fait du sens ou pas? Est-ce que mes habitudes sont correctes? Oui. Au plus tu vas tendre à aller vers ça. Au plus tu vas renforcer ton mental, parce que tu vas chercher des techniques pour aller t'améliorer. Ben ça, dès que tu commences à te questionner et prendre conscience, tu es dans l'amélioration. C'était l'objectif du podcast depuis le tout début, quand on n'était pas sobre dans un sauna à parler de ce qu'on pourrait faire avec un studio d'enregistrement puis de tous mes livres sur l'histoire de la bière. C'était ça qu'on voulait faire. On voulait vraiment développer l'esprit humain. Et toi, tu m'as aidé particulièrement à le faire pour plus qu'un épisode de podcast. Alors, je te remercie. Pour les gens qui ne connaissent pas encore Ophélie, allez la voir. Et vous pouvez la trouver sur son site myflow.com.ca. myflow-neurocoaching.com. Ah, c'était légèrement plus long que ce que j'avais suggéré. Elle est sur Instagram, elle est sur les réseaux sociaux, vous pouvez lui parler et elle va vous aider si vous êtes dans une entreprise puis que vous avez envie d'améliorer la communication entre les gens en se comprenant mieux. Puis si vous aimez aussi la bière,
par hasard, là, si par hasard vous avez envie de parler de bière. Vous pouvez nous écouter, vous abonner surtout, ça nous aiderait, et nous encourager. Abonnez-vous sur nos plateformes. On est sur Facebook, Instagram, on est sur Google Podcast, on est sur Spotify et sur bien d'autres plateformes. Vous pouvez nous trouver pas mal partout. Écrivez-nous des suggestions et ça va nous faire plaisir de vous répondre. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour le temps d'une bière et encore une fois, un gros merci à Ophélie pour être venue nous jaser. Merci beaucoup. À la prochaine, abonnez-vous et ciao!